Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Nussbaum. Une hygiène de l'eau potable limpide avec le modèle à 3 paliers de Nussbaum, la solution pratique de mise en œuvre de la nouvelle W3C3 depuis la planification jusqu'à l'installation. L'eau est notre denrée alimentaire numéro 1 et pour nous tous, c'est pratiquement une évidence que l'eau potable du robinet soit parfaite. Face à la complexité croissante des constructions et des installations, on voit surgir certains risques. On peut citer la contamination par germes, l'altération du goût, de l'odeur, l'entartrage et la corrosion. Pris dans leur globalité, ces facteurs exigent des adaptations quant aux mesures de prévention destinées à assurer la qualité de l'installation sanitaire du bâtiment. Sur cette base, Nussbaum a développé avec comme principe l'installation et la solution un concept d'hygiène qui tient compte des matériaux, de la température et de la stagnation. Après cette introduction, nous vous accueillons chaleureusement au webinaire Nussbaum sur l'hygiène dans les installations d'eau potable. Mon nom est Pierrick Martin et je vous accompagne aujourd'hui avec mes collègues Patrick Zeiter et Patrick Stebler. Bonjour. Pour découvrir ensemble ce modèle à 3 paliers. 60 minutes, c'est le temps qui nous est imparti pour découvrir la mise en œuvre de la nouvelle W3C3 qui est en vigueur depuis le 1er septembre 2020 directement et facilement dans votre vie quotidienne. Pendant le webinaire, vous avez la possibilité de poser des questions via le chat qui est en bas sur votre écran en direct. Nous y répondrons durant les séances prévues à cet effet ainsi qu'à la fin de ce webinaire. Pour toutes les questions auxquelles nous n'aurons pas eu le temps d'y répondre, vous les trouverez par écrit et en détail, ainsi que de nombreuses autres informations sur notre site internet à l'adresse www.nussbaum.ch. Nous sommes très heureux que Cosimo Sandré, le responsable de la SSIGE, soit présent pour nous expliquer les motivations et la portée de la W3C3. Bonjour mesdames et messieurs, au nom de la SSIGE, je vous donne la bienvenue à ce webinaire de la société R. Nussbaum SA. Je suis content qu'après 4 ans de travail dans la commission technique, au début du mois de septembre, s'est entrée en vigueur la nouvelle W3C3 avec le titre « Hygiène dans les installations d'eau potable ». Elle va remplacer la première édition du 2018. Les raisons principales pour l'élaboration de la W3C3 sont, une fois l'ordonnance sur l'eau potable, l'eau de baignade et de douche qui est entrée en vigueur le 2017, mais aussi toutes les connaissances qu'on a gagnées grâce aux études des années dernières sur l'hygiène de l'eau potable. La W3C3 veut mettre dans le centre de l'attention notre denrée alimentaire la plus importante que c'est l'eau potable. Elle veut aussi sensibiliser toutes les personnes qui sont responsables pour la planification, pour la construction et l'exploitation des installations d'eau potable dans les bâtiments. Je suis convaincu que grâce à une mise en œuvre rapide et étendue de la W3C3, tant la qualité de l'eau potable que le secteur sanitaire gagneront en valeur. À cet égard, mesdames et messieurs, je vous souhaite un webinaire très intéressant ici chez la société Nussbaum. Merci Cosimo pour ces mots clairs comme de l'eau pure. Je pense que tout le monde dans le secteur est tenu de veiller à ce que la W3C3 soit correctement mise en œuvre. Maintenant, le co-auteur Patrick Zeiter va vous expliquer plus en détail la signification du modèle à 3 paliers de Nussbaum. Patrick, je te passe la parole. Oui, merci Pierrick. Alors, le modèle par palier, c'est quelque chose de très intéressant qui est assez nouveau dans le monde Nussbaum ou le monde de l'installation sanitaire. C'est un système qui suppose un ordre d'importance en 3 facteurs influençant l'hygiène de l'eau. Dans le cas, on parle des matériaux comme palier de base et fondamental. Matériaux, ça peut être la matérialisation du tube ou des raccords, mais aussi l'apport en nutriments par rapport à la formation d'un biofilm dans un tuyau. Le deuxième palier, c'est la température, qui est moins important que le matériau en soi. Et finalement, la stagnation, qui fait aussi partie du jeu, mais qui a un rôle encore moins important que les deux autres paliers. Maintenant, je fais une petite escapade dans le monde de la température et du comportement des légionnelles ou d'autres bactéries en fonction de la température. Ceci est un rappel, mais un rappel assez important vu qu'on parle de l'hygiène de l'eau. Donc, c'est connu depuis très longtemps
que les légionnelles se reproduisent à un taux très fort entre une température de 30 degrés et jusqu'au maximum à 45 degrés. Donc ça, c'est une plage de température où les légionnelles se sentent très bien, se reproduisent de façon assez invasive. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'en dessous de 25 degrés et en-dessus de 55 degrés, les légionnelles ne peuvent pas se reproduire. C'est pour cette raison-là que dans le W3C3 ou aussi dans la SIA 385, on a des indications par rapport à l'installation, à la température usuelle d'une installation, où on parle d'une eau froide à une température maximum de 25 degrés et des températures relatives au chauffe-eau qui doivent être installées selon les prescriptions. Donc là, on voit, c'est quelque chose d'important. Les colonies bactériennes se reproduisent dans un certain environnement et il faut les connaître. Maintenant, si on regarde ce modèle à 3 paliers, il y a dans un immeuble, par exemple, d'abord l'endroit d'entrée, la zone d'entrée de l'eau, où là, dans ce cas-là, on parle du palier principal qui est le matériau. Donc le matériau, dans ce sens-là, on parle d'éléments nutritifs qui viennent soit par peut-être une phase de chantier un peu grossière ou de la terre, ce serait émissé par exemple au tuyau et qui produisent finalement suffisamment de nourriture pour la propagation, la croissance des bactéries. Donc ça, c'est lors de l'entrée d'eau de la maison. Essentiellement, on parle de l'aspect matériaux. Après, si on va au deuxième palier, ou pas au deuxième palier, si on entre plus loin dans la maison, entre le compteur d'eau et le départ de l'étage, donc la cave et les colonnes montantes, dans ce cas-là, on parle du palier de base qui est le matériau lui-même, qui, dans notre cas, on recommande de façon très nette et claire l'acier inoxydable, puisque l'acier inoxydable n'apporte aucun nutriment pour la formation d'un biofilm qui lui-même conditionne l'apparition de légionnelles, et aussi de la température, on verra ça par la suite, qui devrait être séparée, le chaud reste chaud, le froid reste froid. Puis, en allant plus en détail après au niveau de l'étage, on s'apercevra de façon intéressante au fait que la stagnation est inévitable au niveau de l'étage. Et dans ce modèle à 3 paliers, on dit, bah voilà, c'est inévitable. Et en fait, il suffira d'attendre les 5 secondes pour avoir de l'eau fraîche qui vient de la zone conservée de la cave et des colonnes montantes, puisque le matériau préconisé, c'est de l'inox. Merci Patrick. Y a-t-il à ta connaissance des domaines de recherche qui soutiennent ce modèle à 3 paliers? Tout à fait. Alors là, on a eu la chance en fin d'année précédente de découvrir en fait cette étude du docteur Kort qui travaille pour le TZW, qui est en fait l'Institut d'hygiène de l'eau de la DVGW, donc qui est l'équivalent de la SSIG en Allemagne. Et ce docteur Kort a passé 4 ans de sa vie à étudier la colonisation, la propagation des légionnelles en eau froide ou en eau tiède. Dans son étude, on a pu voir les effets, en fait, justement, des 3 paliers, donc du matériau, de la température et de la stagnation. Et en prenant le premier diagramme, on voit, donc c'est un extrait de sa publication, c'est probablement une des représentations les plus intéressantes qu'on puisse trouver dans son papier. On voit quelque chose de très intéressant. Alors, regardons l'axe horizontal, on a la stagnation de 0 à 30 jours. En axe vertical, on a les unités de formation de colonies, donc le nombre, si on veut, le nombre de légionnelles, qui est en représentation logarithmique, donc on passe de 10, 100, 1000, 10 000, 100 000. Et là, on voit sur des mesures faites à 30 degrés, et en se souvenant justement de la feuille que j'ai montrée avant, sur le rôle de la température. 30 degrés, c'est une température où les légionnelles peuvent se reproduire de façon très agressive. Et là, on voit, ou qu'est-ce qu'on voit sur cette feuille? En utilisant un matériau non organique, donc de l'acier inoxydable par exemple, on voit sur la courbe verte
en fait que la propagation bactérienne ou la prolifération des légionnelles est tout simplement limitée à 10 unités de formation de colonies, donc ça veut dire que c'est négligeable. Par contre, si le matériau utilisé pour le transport de l'eau est un matériau organique, dans le cas présent c'était un tube en caoutchouc, on voit que dans les mêmes conditions de stagnation et de température, qu'on atteint des taux de contamination légionnelle qui sont 100 à 1000 fois supérieurs pour le même cadre. Donc dans cette première partie de son étude, il a pu, le Dr Kort, démontrer en fait que le matériau, comme présupposé dans notre modèle par palier, c'est le facteur principal pour l'hygiène de l'eau, car lorsqu'il n'y a pas d'éléments nutritifs pour la formation d'un biofilm, il n'y a pas de propagation bactérienne possible. Donc ça, c'est une des premières révélations de son étude. Et la deuxième permet d'un peu étayer le rôle du deuxième palier, qui est le rôle de la température, puisque dans cette deuxième série de tests, où de nouveau on a la stagnation en horizontale, la quantité de légionnelles en verticale, et cette fois-ci une température qui est bonne, c'est une température de 25 degrés, où la prolifération des légionnelles est tout simplement impossible, on voit que dans ce cas-là, que le matériau soit un matériau organique, donc par exemple du caoutchouc ou du plastique ou quoi que sais-je, ou alors un matériau type métal, comme un tube en inox, il n'y a aucune prolifération qui soit critique, puisqu'on reste sous la barre des 100 unités de formation de colonies. Donc ces deux diagrammes montrent de façon claire et nette que notre modèle par palier est clairement étayé par des études vraies, donc des mesures qui ont existé et qui existent toujours. Merci Patrick. Avec tes mots, la preuve est clairement faite que la structure du modèle à 3 paliers est correcte. Maintenant, nous nous consacrons aux différentes mesures du modèle à 3 paliers. Pour ce faire, nous avons élaboré 7 thèmes de focalisation qui présentent les détails des différentes étapes. Le premier sujet de focalisation concerne la centrale d'eau domestique. En effet, la distribution du sous-sol, c'est le fondement d'une installation d'eau potable hygiénique. L'installation de robinetteries de haute qualité opti-armature, telles que les filtres à rinçage et les robinets pour prise d'échantillons, garantissent la qualité constante de l'eau et puis ça permet une prise d'échantillons correcte. Patrick Stebler, peux-tu nous informer en détail de ces points ? Oui, merci Pierrick. Donc, il est clair que la centrale d'eau est un endroit stratégique. Il faut veiller à ce que l'eau ne soit pas altérée. Pour ce faire, plusieurs points importants. Déjà, le premier, installer des robinetteries agréées SSIG. L'opti-armature répond totalement à cette exigence. Le deuxième point, installer ou veiller à assurer un concept de protection contre les retours d'eau, selon la directive SSIG W3C1. Et concernant la filtration, on le sait, les cartouches filtrantes sont peu ou pas du tout entretenues. C'est pour cette raison que Nussbaum recommande l'installation de Redfill avec l'association de la commande automatique, donc Redfill à rinçage à contre-courant. La commande automatique permettra d'effectuer les rinçages tous les 2 mois selon les exigences de ce produit. Une nouveauté de la directive W3C3, c'est l'installation de robinets de prise d'échantillons. Quelle que soit la taille du chantier, 3 robinets minimum doivent être installés. Ils seront installés juste après le compteur d'eau, après la sortie du chauffe-eau et s'il y a une circulation, avant l'entrée dans le chauffe-eau. Pour les objets de grande taille, par exemple possédant des douches accessibles au public, il sera demandé d'installer des robinets de prise d'échantillons en bas de chaque colonne montante pour l'eau froide, l'eau chaude et la circulation. En plus, un robinet supplémentaire sur l'alimentation d'eau froide du boiler. Le local d'installation est aussi un endroit stratégique. Les composants de l'installation, tels que les compteurs, l'adoucisseur,
doivent être installés dans un local frais mais à l'abri du gel. L'eau dans ces conduites doit éviter d'être échauffée. C'est pour cette raison que les appareils de production d'eau chaude, tels que boilers, brûleurs, devront être installés dans des zones annexes, séparées de la nourrice de distribution. Les conduites sont sous tirage. On le sait, ce n'est pas nouveau. Dans les installations sanitaires, que ce soit pour l'eau froide ou l'eau chaude, il faut éviter à tout prix les conduites sans sous-tirage. Maintenant, la directive W3C3 définit la longueur maximum de ces conduites sans sous-tirage à 4 fois le diamètre intérieur. On parle ici de bypass et, comme on le montre sur le slide, de raccordement, de prise d'échantillons sur la nourrice de distribution. Mais c'est valable pour toute l'installation. Les conduites qui ne sont plus utilisées devront être déconnectées du réseau de distribution. Les T de réserve devront être évités. Merci Patrick. Nous pouvons donc retenir que la solution Nussbaum est testée, certifiée SSIGE, et puis elle est considérée comme la norme de distribution moderne de l'eau potable. Nous passons au prochain thème qui concerne la distribution en cave et puis les colonnes montantes en acier inoxydable. Nous recommandons l'utilisation de l'acier inoxydable comme emballage le plus haut de gamme de notre aliment le plus cher, c'est-à-dire l'eau. Optipress Aquaplus en acier inoxydable, c'est le meilleur matériau hygiénique pour prévenir les effets négatifs sur l'eau potable. Patrick Stebler, peux-tu nous l'expliquer en détail ? Oui, Pierrick. Donc c'est clair, comme l'a très bien expliqué mon collègue, M. Patrick Saiter, le matériel est quelque chose de très important. Il faut éviter d'apporter des nutriments dans l'installation. L'inox Optipress Aquaplus est le matériel idéal pour la distribution et le stockage de l'eau. Nussbaum recommande l'installation de l'inox depuis l'introduction jusque sur les distributeurs des étages. Pour ce qui est de la circulation d'eau chaude, vu qu'on veut éviter au maximum l'apport de nutriments dans l'installation, le concept tube contre tube avec des tubes synthétiques n'est plus aujourd'hui une solution optimale. Il sera préférable d'installer des conduites en inox aussi pour la conduite de circulation. Pour ce qui est des températures, la pompe de circulation devra, elle, fonctionner sur 24 heures pour éviter le refroidissement de l'eau dans la conduite de circulation. Cette eau, pour éviter qu'elle se trouve dans la zone dangereuse où la prolifération des légionelles peut se former. La température pour les installations est aujourd'hui de 25 degrés maximum pour l'eau froide. En sortie du chauffe-eau, minimum 60 degrés et minimum 55 degrés de retour de circulation. Le dimensionnement des installations est quelque chose de très important. Il doit être fait de manière optimale, selon la directive W3. Un diamètre aussi petit que possible, mais aussi grand que nécessaire. On le sait, un diamètre surdimensionné permet un écoulement laminaire au centre de la conduite, ce qui empêche les échanges d'eau avec celles se trouvant contre la paroi. Nussbaum recommande l'installation des conduites Optipress et Optiflex, car les assemblages de ces systèmes n'ont pas de réduction de leur section et permet un dimensionnement aisé. Voilà, Pierrick. Merci Patrick. Nous avons donc l'assurance que l'acier inoxydable minimise l'apport en nutriments et assure ainsi une qualité irréprochable de l'eau potable. Voilà, nous allons passer à notre première séquence de questions. La première question, c'est à quelle fréquence faut-il vérifier l'hygiène de l'eau froide à l'aide des robinets de prélèvement? C'est peut-être une question pour Patrick Stebler. Alors, pour l'instant, la fréquence de vérification de ces prélèvements n'est pas encore définie. Nous aurons donc l'année prochaine, en mars 2021, une nouvelle directive, la W3C4,
qui concernera l'autocontrôle sur les installations sanitaires liées au risque. Cette directive nous donnera justement les intervalles de ces différents contrôles et qui doit les faire, comment ils devront être faits. Tout ça sera défini dans cette nouvelle directive. Merci Patrick. Deuxième question, l'acier inoxydable ne constitue-t-il vraiment pas un terreau favorable pour les micro-organismes? Ça, c'est une question pour Patrick Zeiter. Oui, là, je crois que la question, elle est bien déposée chez moi, puisqu'en fait, l'acier inoxydable, j'en ai parlé avant, c'est un métal. Alors, dans le monde des micro-organismes, c'est clair que les bactéries ou autres formes de vie se nourrissent aussi de formes organiques. Donc, une forme organique, ça peut être un bout de plastique, ça peut être, je ne sais pas, un bout de pain ou quelque chose d'autre, mais en aucun cas des métaux. Donc, en sachant que l'acier inoxydable est un métal, là, il n'y a rien de nouveau là-dessus, c'est tout simplement impossible pour des bactéries de prendre une source d'énergie dans des métaux. Donc, pour cette raison, on recommande en fait l'acier inoxydable comme matériau de conduite d'eau et aussi pour la conservation de l'eau, puisque ça n'apporte aucun nutriment. Merci Patrick pour ces précisions. Voilà, sans transition, nous continuons avec les colonnes montantes et les raccordements sur l'étage. Grâce à la colonne montante OptiPress Aquaplus, on crée dans toutes les dimensions des conditions hygiéniques idéales et optimales sur l'étage. L'Opti-Armature UP-Box, que vous connaissez déjà, nous vous l'avons présenté à la Swissbo en début d'année, permet d'assurer la séparation du chaud et du froid jusqu'au raccordement à la distribution sur l'étage. Patrick Stebler, puis-je te donner la parole à ce sujet? Oui, merci. Donc c'est clair. La distribution sur l'étage va changer un petit peu par rapport au fait que nous devons garantir le maintien de la température d'eau froide et d'eau chaude sur toute sa distribution. Et c'est valable aussi pour les gaines techniques. Les gaines techniques, selon la nouvelle directive W3C3, doivent être maintenant adaptées. C'est-à-dire que nous devons créer une zone froide pour les fluides de moins de 25 degrés et une zone chaude pour les fluides de plus de 25 degrés. Toujours dans le but de ne pas chauffer l'eau froide par l'eau chaude. Ces différentes variantes pour l'exécution, soit une gaine commune avec une séparation thermique entre les deux zones. La séparation thermique devra être plus efficace que l'isolation de la paroi qui donne sur la pièce, ou de faire des montées dans des colonnes montantes à des endroits distincts. Pour ce qui est de la distribution sur l'étage, le collecteur devra être installé le plus près possible de la colonne montante pour respecter les temps de soutirage. Ces colonnes montantes, bien sûr, devront être isolées selon les normes en vigueur, la SIA 385, et pour l'eau froide, selon la nouvelle directive W3C3, du pire minimum de 30 mm. La distance entre la colonne montante et le dernier départ du collecteur, si la distance est de moins d'1 mètre, cette distance ne sera pas, donc ce bout de conduite ne sera pas pris en compte dans le calcul du temps de soutirage. Maintenant, si cette distance est supérieure à 1 mètre, Nussbaum recommande le bouclage sur la conduite d'eau chaude au plus près de l'UP-Box pour garantir la température de la conduite de distribution d'eau chaude. Voilà. Merci Patrick. L'Opti-Armature, donc UP-Box, garantit ainsi systématiquement la séparation de l'eau froide et de l'eau chaude. Ainsi, comme vous l'aurez compris, l'eau froide reste froide et puis l'eau chaude reste chaude. C'est la solution brevetée pour respecter les normes et les directives. Mais qu'en est-il du système d'installation sur l'étage, Patrick Stebler? Alors, déjà, le plus important, c'est l'installation de la colonne montante par rapport aux appareils. Ces différentes règles que nous allons vous présenter maintenant
proviennent de notre concept d'hygiène de Nussbaum. Ce pas des règles qui sont écrites dans la directive W3C3. Pourquoi ce rayon de 6 mètres? Eh bien, si vous installez les appareils dans un rayon de 6 mètres, cela vous permettra de limiter la longueur des conduites de soutirage, donc de limiter la contenance en eau dans ces conduites, de pouvoir respecter les temps de soutirage. Si des appareils devaient être raccordés en dehors de cette zone, il serait intelligent de réfléchir à l'installation de colonnes montantes supplémentaires. Pour la distribution sur l'étage, Nussbaum préconise le système de points de prélèvement individuels, selon les directives installation avec conduite de soutirage. Le dimensionnement de ces conduites doit être effectué selon la W3 pour garantir un débit et un dimensionnement optimal. Bien sûr, Nussbaum recommande l'installation de son produit Profix qui n'a pas de réduction de la section pour permettre de garantir et d'avoir un dimensionnement optimal. La règle des 9 mètres, c'est en fait le rayon de 6 mètres en conduite développée. C'est en fait une longueur maximum que nous préconisons pour justement limiter la contenance en eau dans ces conduites, mais aussi de pouvoir garantir que rapidement, en 5 secondes, on peut évacuer cette quantité d'eau dans ces conduites synthétiques. La température des points de soutirage sont maintenant aussi définis par rapport à la W3C3. Donc, en 30 secondes, vous devez avoir une température de 25 degrés pour l'eau froide. Pour l'eau chaude, 7 fois le temps de soutirage pour avoir une température de 50 degrés. La règle des 5 secondes, je viens d'en parler aussi, c'est le temps nécessaire à pouvoir évacuer l'eau dans ces conduites de soutirage pour permettre à l'utilisateur d'avoir une installation en 5 secondes avec de l'eau fraîche qui provient de la colonne montante, eau fraîche ou eau chaude. Merci Patrick. Patrick Saiter, existe-t-il différentes façons de raccorder les points de prélèvement à l'étage? Qu'est-ce qui plaide en faveur d'un système de distribution à points de prélèvement individuels que Nussbaum recommande? Alors là, c'est assez rapide et simple de répondre à cette question, puisqu'en fait, tout est marqué dans le W3C3 en annexe 10. Si on regarde bien l'annexe 10, il y a 5 possibilités de raccordement sur l'étage qui sont réglées par ordre d'importance et aussi avec des avantages et des inconvénients. Pour faire simple, on a regroupé les 5 possibilités de raccordement sur une feuille qu'on voit ici, avec le premier cas qui est en fait ce que l'on recommande, c'est l'installation avec conduite de soutirage, donc une installation individuelle qui relie chaque point de soutirage. Et dans ce cas-là, on n'a effectivement aucune influence thermique en 2 utilisateurs. Là, sur ce cas-là, on voit l'utilisateur B a un utilisateur actif et l'utilisateur A n'en est pas vu que le robinet est fermé. Donc, en prélevant de l'eau au point B, on n'a aucune influence thermique sur ce qui se passe dans la conduite pour aller à A. Donc, on a une indépendance complète au niveau de la chaleur entre ces 2 utilisateurs. Ceci n'est pas le cas, par exemple, pour une installation raccord en T, puisque là, en ayant un utilisateur B qui soutire de l'eau et l'utilisateur A qui n'existe pas, donc c'est fermé, on voit que l'effet de la convection, donc la convection, c'est ce qui est chaud monte vu que c'est plus léger, en soutirant de l'eau chaude au point B, on arrive à la branche qui va sur le point A à un mélange, en fait, l'eau chaude qui va remonter jusqu'au point B, sans que ce soit vraiment, jusqu'au point A, sans que ce soit vraiment soutiré. Donc, on a en fait un réchauffement involontaire de cette conduite-là qui conduit à une eau tiède dans cette zone-là. Et on a vu au tout début sur les premières feuilles, en fait, le rôle important de la température et surtout cette zone tiède autour des 30-35 degrés qui est une zone qui est assez propice à la propagation de légionelle.
Donc, dans un système de raccord en T, on a cette influence thermique qui existe et de cette façon-là, ce n'est pas la façon la plus optimale de faire les choses. Maintenant, si on a une installation en série, donc avec des boîtes doubles, on a un effet aussi intéressant, l'utilisateur B qui soutire son eau, l'utilisateur A qui n'existe pas à ce moment-là, fait que par la boîte double, avec l'effet que l'eau chaude passe par cette boîte-là et peut remonter après jusqu'au mitigeur qui est métallique, donc qui conduit la chaleur de façon extrême, là on a un effet de pont thermique à ce niveau-là, donc qui refroidit, qui réchauffe en fait de quelque sorte l'eau froide qui viendra aussi tiède à cette zone-là. On a fait des thermographies en laboratoire pour voir ce qui se passe là. C'est assez impressionnant de voir comment l'eau froide se réchauffe et l'eau chaude devient tiède, etc. Donc on a une espèce de zone un peu mixte, non voulue, non contrôlable, qui se dégage dans ce cas-là. Après, dans la circulation de l'eau dans les étages, là, on a ce que j'appelle un radiateur, en fait, puisqu'on fait tourner de l'eau dans un cadre de montage, par exemple, l'eau chaude qui est circulée dans ce cadre, et cette eau chaude aura par définition une déperdition thermique qui se retrouvera dans tout le cadre de montage, qui, par voie de conséquence, finalement, réchauffera l'eau qui était censée rester froide. Et on a vu que tout ce qui dépasse les 25 degrés, 30 degrés, ça devient critique. Donc là, vous avez une installation de ce type-là, c'est vraiment le pire du pire. Ça s'est fait passablement beaucoup en Allemagne. Les gens sont revenus de cette méthode-là, vu qu'il y a eu des choses pas très jolies qui sont passées. Le dernier, c'est l'installation en circuit fermé, ou une sorte de boucle sur l'étage. Là, on a un effet que le flux de l'eau n'est pas vraiment déterminé. On ne sait pas vraiment d'où ça vient, si ça vient de gauche à droite, de droite à gauche. Il y a des zones d'eau définies et aussi des ponts thermiques qui peuvent apparaître. Donc, on voit sur les 5 possibilités qu'en fait, l'installation avec conduite de soutirage est probablement la seule possibilité valable pour installer les appareils sur l'étage. Merci Patrick. Patrick Stebler, peux-tu nous en dire plus sur le système de points de prélèvement individuel? Oui, un point qui reste à éclaircir dans cette présentation, les thermosiphons. C'est quelque chose d'important. La directive W3C3 amène quelques informations là-dessus par rapport aux sorties de chauffe-eau, mais aussi sur l'étage pour éviter justement la circulation à contre-courant dans les conduites d'eau chaude. Ces thermosiphons doivent être installés sur les distributeurs par le biais de conduites descendantes. La distance minimum est maintenant inscrite dans la nouvelle directive. Cette fois, le diamètre intérieur minimum 15 cm. Pour les températures, on ne isolera pas les conduites de soutirage, PEX, dans les gaines pour justement que la température de ces différentes conduites descende rapidement et ne stagne pas dans des zones de température dangereuses. La distance entre les tuyaux d'eau froide et d'eau chaude, 10 cm pour cette distance, et les conduites d'eau chaude devront être installées en dessus des conduites d'eau froide pour toujours éviter l'échauffement de l'eau froide. Pour les appareils qui sont peu ou pas utilisés pendant une longue période, par exemple, comme sur le slide, robinet de terrasse, pendant la période d'hiver, on ne l'utilise pas forcément. Du coup, faire un bouclage sur un appareil plus souvent utilisé sera quelque chose d'adéquat. Pour les appareils comme les food centers, les fours steamer, les frigos américains, où on ne peut pas effectuer un soutirage pendant 5 secondes pour évacuer l'eau stagnante dans les conduites, il sera fortement conseillé de faire des bouclages sur des appareils plus souvent utilisés. Voilà. Merci Patrick pour ces précisions. Voilà, nous tenons compte donc, du fait que grâce au système de soutirage à prélèvement individuel, le contenu de la conduite peut être évacué en 5 secondes et puis que l'eau potable peut être bue directement fraîche au robinet. Nous passons maintenant à une nouvelle session de questions avec la première question. Pour moi. Dans quel système la boîte UP Box peut-elle être utilisée? Question pour Patrick. Oui, alors,
L'UP-Box que vous avez sous les yeux permet d'être installé dans différentes installations, que ce soit des cadres de montage, de la maçonnerie, des structures bois. On a directement les pattes de fixation sur lesquelles on peut adapter différents systèmes. Donc on voit qu'il s'adapte dans tous les domaines. Voilà. Merci Patrick pour cette précision. Deuxième question, que signifie la règle des 9 mètres et comment est-elle appliquée? Oh, non. Ouais, non. Non, bon, là. Oui, c'est ce qu'on a dit déjà lors de la présentation. Signification des 9 mètres, c'est en fait une recommandation de Nussbaum pour pouvoir, en 5 secondes, éliminer l'eau qui stagne dans les conduites synthétiques. Et c'est une recommandation Nussbaum. Disons, pour faire simple, c'est pour éviter d'avoir au niveau de la planification à se poser beaucoup de questions au niveau du dimensionnement, de dire 9 mètres de tube, c'est bon. Quelle que soit la configuration, c'est une chose simple. C'est clair que ça peut être perfectionné au centimètre près en calculant beaucoup de choses, mais en faisant 9 mètres, on sait qu'on ne fait rien de faux. Disons, c'est dans ce cadre-là, peut-être. Voilà. Merci pour ces précisions. Troisième question, les tuyaux de distribution peuvent-ils encore être posés en chape? Alors, qui prend cette question? oui, Patrick Stebler. Donc, l'installation dans les chapes n'est plus optimale. Il ne l'a jamais été. Il a toujours été nécessaire de le mettre, les conduites PEX en dalle, ou de faire des saignées dans le sol pour intégrer ces conduites. Donc c'est clair qu'elles ne sont pas forcément adaptées à être dans la chape. Ça coupe toujours l'isolation, donc on a toujours un manque d'isolation après par rapport au chauffage de sol, c'est toujours problématique. Il peut aussi avoir le problème du chauffage de sol qui peut réchauffer les conduites de distribution. Donc on a un transfert thermique qui peut se faire aussi par rapport à ça. Merci Patrick pour cette réponse. Voilà, nous, sans transition, on continue avec le prochain thème qui sont les mesures de précaution importantes durant la phase de construction. Ici, on se trouve dans un thème général qui concerne l'ensemble du modèle par palier et puis qui, en principe, ne nécessite pas de nouvelles mesures. Patrick Stebler, quelles sont ces précautions décisives? Alors, déjà, les essais de pression. Rien de nouveau pour les essais de pression, ça fait depuis la première version de la W3C3 de 2018 que les essais de pression sont conseillés à l'air. Donc Nussbaum continue de recommander cette méthode, donc l'essai d'étanchéité à l'air à 150 millibars minimum jusqu'à 1 bar pendant la phase chantier, et l'essai final qui lui doit être fait à la pression de service 72 heures avant la remise de l'installation à l'utilisateur. Pour faire ces essais, Nussbaum propose le P4000 qui permet, donc c'est un manomètre qui permet de générer une courbe. Cette courbe permettra d'identifier si l'installation est étanche ou pas. Et on peut ensuite transmettre ces essais sur informatique et générer des PDF qui peuvent être imprimés par la suite. Le rinçage des conduites, quelque chose de aussi très important, qui était aussi dans la première version de la W3C3. La conduite de branchement d'immeuble doit être rincée. Comme l'a dit mon collègue, il peut y avoir du sable, des impuretés dans ces conduites de branchement. Du coup, tout ce qu'il faut pour alimenter la flore bactérienne de l'installation. Lorsqu'on fait un premier remplissage de l'installation, il faut éviter d'intégrer ces nutriments dans l'installation. Donc on doit évacuer l'eau, rincer, pour avoir une eau qui soit optimale, goût, odeur, aspect, couleur, tout doit être optimal. Maintenant, pour ce faire, Nussbaum vous propose le boîtier de raccordement associé à une bride sur lequel vous pouvez visser un robinet. Vous pourrez ainsi vidanger facilement la conduite de branchement sans envoyer l'eau qui est potentiellement dangereuse, impropre à la consommation, dans l'installation.
Pour le rinçage des conduites, ces étapes doivent être documentées, mais c'est clair qu'elles doivent être aussi effectuées de la bonne manière. Donc le rinçage doit être effectué du bas en haut, en enlevant l'air dans les conduites, en ouvrant chaque poste de puisage, en faisant un rinçage d'au minimum 60 secondes sur chaque poste de puisage. Pour le remplissage, eh ben, c'est clair qu'il doit être effectué 72 heures avant la remise à l'utilisateur final. Autrement, vous devez garantir un soutirage tous les 72 heures sur tous les postes de puisage. L'emballage. Il est clair que l'hygiène commence par le stockage des produits. C'est-à-dire que si vous déballez toutes les pièces, des impuretés pourront s'introduire dans les pièces et l'hygiène ne sera plus garantie. C'est pour cette raison que Nussbaum emballe ces pièces dans des petits sachets plastiques. On sait que le plastique n'est pas forcément écologique, mais pour l'instant, c'est ce qu'on a trouvé de mieux. On essaie de les limiter en faisant des sachets de 5 pièces. Si vous avez besoin de prendre une pièce, refermez le sachet pour les garder à l'abri jusqu'à leur utilisation. Voilà, Pierrick. Merci, Patrick. Alors, avec ces étapes, on voit que l'ensemble de l'installation reste dans un état d'hygiène optimal, même pendant la phase de construction. Patrick Seiter, y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles Nussbaum renonce un équipement de rinçage d'eau? Oui, tout à fait. Alors, il y a en fait deux raisons. La première, de nouveau, je me rabats sur le W3C3, le tableau numéro 2, qui dit en fait ce qui se passe lors d'absences courtes ou prolongées. Ce tableau 2 est très très important puisqu'en fait il met un petit peu les choses en perspective. Lorsqu'on dit oui, la stagnation c'est un problème, on peut se poser la question est-ce qu'on a encore le droit d'aller en vacances ou pas ben non, il n'y a aucun problème puisqu'en fait dans ce tableau numéro 2 c'est mis que jusqu'à 7 jours il n'y a aucune mesure à prendre avant l'absence. Et en revenant de cette absence, ben, il suffit un peu de laisser couler l'eau. Pour des absences un peu plus longues, que ce soit même des absences dites saisonnières, avant cette absence, il faudrait en fait fermer les robinets d'arrêt vers les étages et les groupes d'appareils. Ça, c'est une première possibilité qui permet peut-être d'éviter des dégâts d'eau s'il y avait un problème sur l'installation. Et surtout, en revenant de cette absence un petit peu prolongée, de faire que l'eau froide, respectivement l'eau chaude, atteignent leur température de croisière. C'est-à-dire l'eau froide doit être froide et l'eau chaude doit être chaude, et c'est tout. Donc, d'après ce tableau numéro 2, on voit qu'en fait, il n'est pas question de faire circuler de l'eau de façon inutile. C'est tout réglé de façon claire. Ce qu'il ne faut peut-être pas confondre, c'est ce qu'on a dit avant par rapport à la règle des 72 heures qui parle en fait de stagnation lors de la mise en service, puisque dans ce cas-là, et seulement dans ce cas-là, l'installation n'avait encore jamais vu d'eau. Donc il y a la possibilité de formation peut-être d'un biofilm qui n'est pas stable et pourrait produire certains problèmes. Mais quand l'installation a été mise en route, quand elle a servi, il n'y a aucun souci, on peut, malgré la W3C3, quand même partir en vacances. C'est une bonne nouvelle en période de semi-confinement où les libertés restent malgré cette norme. La deuxième chose qui est très intéressante, c'est par rapport au point de pose de ce dispositif de rinçage. Il est connu, ou si ce n'est pas encore connu, ben c'est connu dès maintenant, qu'en fait, le dernier mètre d'une installation, c'est le point neuralgique par rapport à la formation de colonies bactériennes de tout genre, et aussi de Legionella en particulier. Puisque dans le tuyau de douche et dans le pommeau de douche, on a une zone qui est très favorable à la croissance des bactéries, puisqu'en fait, ici, on a tout qui est en fait l'antithèse même du modèle par palier, puisque le matériau lui-même, c'est un caoutchouc. La température, c'est une température mixte, vu que l'eau tiède qu'il y a dans le tuyau de douche se refroidit et reste souvent dans des zones pas trop confortables. Et on a effectivement cette stagnation dans ce contexte-là d'un tuyau de douche.
L'Institut EAVAG, qui est l'Institut de recherche sur l'eau potable de l'EPF de Zurich, a fait des mesures sur une septantaine de tuyaux de douche et a remarqué qu'il y a, quel que soit le tuyau de douche, des millions de milliards de bactéries qui s'y trouvent là-bas. Alors en regardant sur le schéma, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en fait, les installations, ces petits appareils de rinçage sont installés au plus près du boîtier, donc hors de portée de ce dernier mètre neuralgique. Donc ces boîtes ne servent en principe tout simplement à rien. Merci Patrick. Patrick Stabler, que se passe-t-il quand le maître de l'ouvrage prend possession de son immeuble? Alors, il devient responsable de son installation. Il devient aussi responsable de fournir de l'eau à ses locataires, une eau optimale, c'est-à-dire qu'il doit garantir l'entretien de son installation. Maintenant, ce qu'on voit trop souvent, c'est que le planificateur ou l'installateur qui a fait l'installation ne transmet pas les informations nécessaires pour que l'utilisateur ou le propriétaire du bien puisse entretenir correctement cette installation. On le voit par exemple, on a vu pour les cartouches filtrantes, les propriétaires doivent pouvoir savoir quoi faire avec ces différents organes de sécurité. Le cadre légal, c'est la W3C2, en vigueur depuis 2013, qui nous donne déjà les intervalles d'entretien pour les différents organes de sécurité, que ce soit filtres, réducteurs et autres. En 2021, comme je l'ai dit au départ, lors des questions, la W3C4 nous apportera encore plus d'informations par rapport à ces autocontrôles que les exploitants et les propriétaires devront faire sur leurs installations. Ça voudra dire qu'il y aura des contrôles de la qualité de l'eau par les robinets de prise d'échantillons. On ne sait pas encore quels seront les intervalles, vu que nous n'avons pas encore reçu et lu cette nouvelle directive qui va arriver en 2021, vers le mois de mars. Merci Patrick. Voilà, donc nous n'avons pas de frais supplémentaires qui sont liés aux stations de rinçage. Il en résulte évidemment des coûts d'investissement qui sont plus faibles, des coûts d'exploitation également plus bas, et puis une durabilité garantie grâce à l'économie des ressources. Venons-en maintenant au dernier thème de focalisation qui a trait aux solutions spécifiques aux installations. Donc, au début du webinaire, nous avons vu que l'installation elle-même est la solution. Donc, si j'ai bien compris, ce modèle à 3 paliers peut être appliqué pour n'importe quelle installation. Faisons la preuve par l'exemple avec Patrick Stabler. Oui, merci Pierrick. Donc, c'est clair que ce concept en 3 paliers est applicable à tout type d'installation. Maintenant, il faut prendre les spécificités de chaque produit et réfléchir à quelle installation on veut mettre en place. Par exemple, pour des locaux de bureaux où nous avons des WC communs avec un lavabo, est-ce qu'il est nécessaire d'installer des conduites d'alimentation d'eau chaude, de circulation pour un seul lavabo? Nous, Nussbaum, nous préconisons d'installer nos petits chauffe-eau instantanés pour lavabo. Il n'y a pas de stockage d'eau dedans, donc du coup c'est juste un échauffeur d'eau qui permettra d'avoir de l'eau à température de 45 degrés. Pour les installations dans les bâtiments de haute hauteur, bâtiments tours, pour éviter d'avoir des zones de pression différentes, nous préconisons l'installation de notre P-Box avec les cartouches réductrices Unica qui s'intègrent parfaitement dessus pour éviter justement ces différentes zones de pression. Cela limitera aussi des longueurs de conduite et limitera aussi justement la contenance en eau dans ces dites conduites. Pour les installations où nous avons un public plus sensible ou légionnel, par exemple dans les EMS ou dans les hôpitaux. Comme mon collègue vous l'a bien expliqué, le matériel est quelque chose d'essentiel. Il faudra peut-être réfléchir à l'installation dans les EMS ou les hôpitaux de nourrices de distribution en inox, mais aussi de conduites de distribution y compris les postes de puisage. Cela limitera les risques dans ces bâtiments. Vous l'aurez compris,
il y a une solution pour tout type d'installation, que ce soit des installations spécifiques ou des installations, comme sur le slide qui est montré ici, des installations de bâtiments locatifs standards. Voilà, Merci Thierry. Patrick. Donc, il est prouvé maintenant que le modèle à 3 paliers garantit que toutes les installations, tous les types d'installations peuvent être planifiés et exécutés conformément à celui-ci et que les aspects de la directive W3C3 sont respectés. Nous avons maintenant 2 témoignages de la pratique. Le premier, c'est celui de M. Roger Neukomm, qui est directeur de la société Neukomm Engineering AG. Ich begrüße Sie auch von meiner Seite ganz herzlich zu dem Webinar und gebe Ihnen gerne meine Inputs und Einschätzung zum Thema Trinkwasserhygiene mit. Sofern der ausführende Installateur mit dem Bauherr und Investor nichts anderes vereinbart hat, bleibt er als Werkvertragspartner vollumfänglich in der Pflicht im Thema Trinkwasserhygiene. Er kann und darf sich auch nicht auf den Planer abstützen, auch wenn er die Ausführungsplanung und das Leistungsverzeichnis erstellt hat. Er ist gefordert, frühzeitig mit der Bauleitung und der Fachbauleitung Kontakt aufzunehmen und dem Thema Trinkwasserhygiene die nötige Beachtung im gesamten Bauprozess bis zur Abnahme und Übergabe zu schenken. Dabei wird er unterstützt von den Lieferanten, die interessante Tools und Hilfsmittel haben, unter anderem die Firma Nussbaum mit ihrem 3-Stufen-Modell. Nutzen Sie die Chance als Installateur und führen Sie die Arbeiten nach den gültigen Vorschriften aus. Merci à Roger Neukomm. Maintenant, le deuxième témoignage, celui de Mario Fellmann, qui est chef de projet chez Fellmann Stefan AG. Ich habe mich für die UP-Box entschieden, weil es aus Unternehmenssicht ein gutes Produkt ist, wenn man sämtliche Richtlinien einhalten kann, besonders die W3E3 mit einer klaren Kalt- und Warmwassertrennung. Zusätzlich ist es designmässig sicher ein schönes Produkt, das der Endkunde schlussendlich bekommt. Merci Mario Fellmann. Maintenant, si nous considérons le modèle à 3 paliers, cela signifie qu'au niveau matériel, l'introduction du bâtiment jusqu'à la distribution d'étages est à planifier et à installer en inox. Que l'aspect température, eh bien, c'est la séparation des conduites d'eau froide et d'eau chaude qui doit être assurée, comme on l'a vu. En conséquence, des gaines pour le froid et pour le chaud sont nécessaires pour la zone de colonne montante. Du point de vue de la stagnation, le système de points de prélèvement individuel à l'étage prévu et exécuté selon la règle des 9 mètres pour que l'eau de la conduite soit éliminée dans les 5 secondes et que l'eau potable fraîche coule ensuite du point de prélèvement. Il est encore important de mentionner qu'il est important de respecter les températures exigées de l'eau froide et de l'eau chaude. Voilà, comme vous l'aurez maintenant certainement compris, donc les avantages du modèle Nussbaum en 3 paliers sont les suivants. Nous avons tout d'abord l'aspect sécurité. L'eau potable n'est pas affectée négativement après son entrée ou son introduction dans le bâtiment. Elle reste de meilleure qualité pour le consommateur. Ensuite, du point de vue du confort, l'eau potable peut être bue directement au robinet. Les fluctuations de température, de pression seront diminuées. Et puis évidemment, l'aspect rentabilité qui n'est pas négligeable. L'installation est efficace, les dispositifs de rinçage peuvent être abandonnés, et puis il en résulte une mise en service et un entretien qui sont peu coûteux. Puis aussi quelque chose de très important, c'est que la lutte a posteriori contre des germes n'est pas nécessaire et n'est pas à prévoir dans l'exploitation. Voilà, nous sommes maintenant heureux de répondre aux questions ouvertes qui nous arrivent encore. Ici, une première question. Au niveau de la prolifération des bactéries, nous avons vu que l'inox était optimal. Qu'en est-il au niveau du PEX, du polybutène et du polyéthylène réticulé? Ouais, là, je pense que Patrick Zeiter. c'est une question qui m'est un petit peu adressée. Tous ces poly quelque chose, donc le PEX, le polybutène, qu'ils soient réticulés d'ailleurs ou pas, sont des matériaux organiques. Donc, il n'y a pas photo. Si des êtres vivants, que ce soit des bactéries ou d'autres, souhaitent trouver de la nourriture, ils la trouveront
là où elle est, c'est-à-dire à la surface même de ces tuyaux. Maintenant, c'est clair qu'il y a des différences aussi. Ici, de dire si le polybutène est meilleur que le PEX, je ne sais rien, c'est possible, il n'y a pas eu des mesures qui ont été faites. La seule chose qu'on sait vraiment, c'est que lors de la mise sur le marché de tuyaux, il y a cette certification SSIG où il y a des différences quand même, que ce soit du polybutène ou du PEX, entre peut-être des tuyaux qui ont beaucoup plus de charge, de matériaux à l'intérieur qui se larguent beaucoup plus facilement dans l'eau. Et c'est pour ça qu'on tient vraiment à ce que les matériaux, même organiques, soient certifiés, puisqu'en fait, il y a une certaine dose à ne pas dépasser lorsqu'on les utilise. Maintenant, on a vu tout au long de ce webinaire qu'en fait, ces matériaux sont essentiellement utilisés sur l'étage, c'est-à-dire dans ces 9 mètres de tuyaux, et que la quantité d'eau incluse dans ces 9 mètres, en fait, n'est pas aussi importante que ça, puisqu'elle va être rejetée et non consommée. Donc maintenant qu'on a du PEX et du PB, c'est pas aussi évident. Mais ce qui est clair, c'est qu'avec l'inox, on aurait zéro problème. Merci Patrick. La deuxième question, les pompes de circulation doivent fonctionner à plein temps. N'est-ce pas contradictoire au niveau consommation énergétique? Qu'en est-il des pompes autorégulantes? Oui. Patrick Stabler, Oui, peut-être? Oui. Donc c'est clair que la W3C3 prend compte vraiment de l'hygiène dans les installations sanitaires. Ce n'est pas la même chose que la SIA 385 qui, elle, prend la partie énergétique. Et en fait, on n'est pas forcément dans le même contexte. Et dans la SSIG, c'est plutôt l'hygiène. Et la pompe qui tourne sans arrêt permettra de garantir une température stable dans le circuit de circulation pour éviter d'être dans cette zone de température propice à la propagation des légionnelles, 25 à 45 degrés. Du coup, si vous arrêtez votre pompe la nuit ou la journée, vous aurez une plage de température qui ne sera pas idéale justement pour cette problématique. Maintenant, je me permettrai encore de rajouter un petit détail qui a été mentionné dans le premier tiers de la discussion. En fait, notre recommandation, c'est aussi d'utiliser une circulation en inox. Puisque dans ce cas-là, même s'il y avait un problème avec la pompe de circulation, vu que l'inox n'offre justement pas de conditions cadres pour une prolifération bactérienne, en fait, ça serait plus ou moins égal, disons, pour faire les choses simples. Mais voilà, quoi, faire une conduite en inox, ce n'est pas aussi commode qu'une conduite en PEX. C'est peut-être pour ça, dans ce cadre-là, c'est un peu ce que nous, on dit comme société Nussbaum, ce n'est pas ce qui est marqué dans la W3C3, que la conduite de circulation doit être en inox. C'est pour tenir de ce cadre-là que peut-être certains encore utiliseront des conduites de circulation en PEX. À ce moment-là, c'est effectivement impératif d'avoir une pompe qui tourne tout le temps, puisque sans ça, on aurait une prolifération bactérienne dans cette conduite de circulation. Merci Patrick pour ces précisions. Encore une question. Pour ce qui concerne les robinets de remplissage d'installations de chauffage, sont-ils toujours admis sur la nourrice? Si oui, on doit maintenir les mêmes prescriptions que pour les robinets de puisage? Oui. Stabler? Oui, donc ils sont toujours autorisés sur l'installation. C'est juste qu'il faut respecter en fait les conduites sans soutirage avec cette distance des 4 fois le diamètre intérieur. Donc oui, on peut les utiliser ici. Merci Patrick Stabler. Voilà, nous sommes très heureux d'attirer votre attention une nouvelle fois sur le fait que tous les contenus du webinaire ainsi que les réponses aux questions auxquelles nous n'avons pas encore eu le temps de répondre, ainsi que de nombreux autres détails, sont disponibles sur notre site internet www.nussbaum.ch sous la rubrique Hygiène de l'eau potable. Nous vous remercions chaleureusement pour votre participation à ce webinaire et nous vous souhaitons beaucoup de succès dans l'application du modèle d'hygiène de l'eau potable à 3 paliers. Rappelez-vous que l'installation en elle-même est la solution, pas besoin d'ajouter d'autres dispositifs. Au revoir et puis surtout, prenez soin de vous. Bonne soirée. Au revoir.